Eric, avant de plonger dans les méandres de la dette et de ces grandes institutions, pourriez-vous nous offrir un aperçu de qui est Eric Toussaint, sans forcément vous limiter à la version carte de visite? Éric Toussaint, je suis porte-parole du Comité pour l'abolition des dettes illégitimes. C'est un réseau mondial présent dans 30 pays, dont une quinzaine de pays en Afrique, principalement en Afrique subsaharienne. Mais on est également présent ici au Maroc, avec Attax et Maroc, en Tunisie et dans la région du Maghreb et au-delà sur l'Afrique du Nord, avec le réseau Souveraineté Alimentaire. On est présent en Europe, on est présent en Amérique latine, ainsi qu'en Asie du Sud. Alors, je suis auteur d'une série de livres. Mon dernier livre, c'est une histoire critique de la Banque mondiale, qui a été édité en arabe, en français, en espagnol au cours de l'année 2022 et qui vient de faire l'objet d'une édition en anglais publiée à Londres à partir de août 2023. Dans vos écrits, vous évoquez beaucoup le FMI et la Banque mondiale. Comment ces deux institutions ont contribué, selon vous, à la situation actuelle en Afrique? Ces deux institutions qui ont été créées à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, à un moment où la majeure partie de l'Afrique était encore sous domination coloniale, puisque les indépendances ont eu lieu seulement au milieu des années 50 et se sont prolongées pour les colonies portugaises d'Afrique jusqu'en 1975. Quand ces deux institutions ont été créées, elles servaient d'instruments des États-Unis, sortant vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale, pour, avec ses alliés, monitorer, gérer un monde qu'ils voulaient dominer sur le plan économique, sans faire trop confiance au marché financier. Quelque part, c'était une rupture avec le laisser-faire des années 1920-1930, qui avait montré leur côté néfaste avec la crise des années 1930. Et donc le pouvoir aux États-Unis s'est dit, il nous faut deux institutions. Les marchés financiers ne se régularisent pas eux-mêmes. Il nous faut un Fonds monétaire international qui va contrôler les mouvements de capitaux, les taux de change, etc. Et une banque mondiale qui, en l'absence de financement de la part du secteur privé, va fournir un crédit public aux grandes puissances, y compris dans leurs colonies. Maintenant, les États-Unis avaient en tête, eux qui dominaient le processus, qu'il fallait se débarrasser de l'Empire britannique, français, etc. Pas parce qu'ils étaient anticolonialistes, mais parce qu'ils n'avaient pas de colonies eux-mêmes et qu'ils avaient tout à gagner, comme États-Unis, à ce que les empires traditionnels de la Grande-Bretagne, de la France, de la Belgique disparaissent afin que les entreprises américaines et les intérêts politiques et géostratégiques américains trouvent un espace. Bon, donc ça c'est le contexte de la création de ces deux institutions. On va dire qu'au cours des 15 premières années d'existence de la Banque mondiale, elle n'a pas fait le moindre prêt, le moindre crédit pour construire une école, pour construire un hôpital, pour construire de l'évacuation des eaux usées ou pour amener l'eau potable dans les villages ou l'électricité dans les villages. Tous les crédits qui étaient octroyés par la Banque mondiale étaient des crédits pour renforcer l'extraction des matières premières, notamment des pays africains, et les amener vers la mer, les océans, afin de les exporter sur le marché mondial. Ce n'est que au tout début des années 60 que les dirigeants de la Banque mondiale se sont dit il faut s'occuper de l'enseignement, de la santé, etc. Ou sinon, la vague révolutionnaire et la vague du tiers-mondisme des années, fin des années 50, début des années 60, va trouver un terrain d'expansion. Et donc, les
les dirigeants de la Banque mondiale ont réagi par rapport au succès de la révolution chinoise de 1949, à l'initiative de la conférence de Bandung de 1956 en Indonésie, à la nationalisation du canal de Suez par Nasser en 1956 également, aux volontés d'un régime comme celui de Sékou Touré ou en Guinée-Conakry de ne pas accepter les termes proposés par De Gaulle aux anciennes colonies, à la révolution algérienne de 1962, à la révolution cubaine de 1959. Tout ça a créé un contexte où la Banque mondiale, qui n'avait aucune envie de s'occuper d'éducation, d'eau potable et d'hôpitaux, s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose, ou sinon ça va tourner très mal pour le monde, l'organisation mondiale dominée par l'impérialisme américain et ses alliés. Donc il faut un peu de social. Et ils se sont mis à faire un peu de social, mais avec un maximum de dettes. Et donc ils ont convaincu les pays africains et des autres continents, les pays dits en développement, qu'il manquait d'une épargne interne de manière structurelle et qu'il fallait absolument qu'ils s'endettent à l'égard de l'étranger et qu'ils attirent des investissements étrangers. Alors qu'il y avait à cette époque-là des pays qui démontraient qu'il était possible d'avoir un développement, on va dire, endogène, basé sur des réformes sociales, sur une réforme agraire, sur une taxation des grandes fortunes, sur une socialisation des moyens de production, sur la nationalisation de grandes ressources ou infrastructures comme le canal de Suez, pour se procurer des ressources fiscales à réinvestir dans un développement local. Et ça, évidemment, la Banque mondiale n'en voulait pas. Son modèle, c'était dire, par exemple, aux pays africains qui, dans les années 60, à l'issue des indépendances, étaient encore autosuffisants en termes de céréales, et donc de nourriture de base, on leur a dit, concentrez-vous sur l'agriculture d'exportation, des produits agricoles comme le cacao, la banane, le coton, le café, etc. Et vous importerez sans problème des céréales des pays à climat tempéré, donc l'Amérique du Nord, l'Ukraine, bon à ce moment-là c'était l'Union soviétique, les pays européens, etc. Et le bilan, si je parle de ça, c'est parce que le bilan, c'est que on l'a vu maintenant avec la guerre d'agression de l'impérialisme russe contre l'Ukraine. Dès qu'il y a un choc extérieur d'approvisionnement de céréales et une augmentation du prix des céréales, les pays africains qui étaient autosuffisants il y a 60 ans sont complètement victimes d'un événement extérieur, un choc exogène, à savoir une guerre dans le nord, provoquant une spéculation sur les céréales, provoquant une augmentation du prix, ce qui augmente dès lors la facture d'importation pour des pays comme l'Égypte, la Tunisie, le Sénégal, toute une série de pays qui importent des céréales. Si en plus ces pays importent des combustibles, comme c'est le cas de toute une série d'entre eux, de nouveau l'Égypte par exemple, ils sont doublement victimes d'un choc externe puisque le prix des combustibles a lui aussi augmenté très fortement suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie de Poutine. On pourrait aussi évaluer le bilan de la Banque mondiale et du FMI en disant ils ont dit aux pays du Sud vous n'avez pas besoin d'investir dans des laboratoires médicaux, dans des industries pharmaceutiques. Les industries pharmaceutiques du Nord vont vous fournir tous les médicaments dont vous avez besoin. Et puis on a vu avec la pandémie du coronavirus que les pays du Sud étaient livrés totalement à la bonne volonté, ou plutôt à l'avarice des grandes sociétés pharmaceutiques comme Pfizer ou Moderna, qui ont vendu leurs vaccins anti-Covid à
un coût de vente quelquefois ou généralement 15 fois à 20 fois supérieur au coût de production. Donc un vaccin Moderna anti-Covid, la production, le coût de production représente 1,50 €, 15 dirhams. Et la vente au Maroc ou à des pays africains, c'était de l'ordre de 300 dirhams, voire 350 dirhams la dose. Donc les pays qui ont suivi les recommandations de la Banque mondiale et du FMI ont, sur toute une série de matières stratégiques du point de vue de leur consommation, de leur alimentation, de leurs sources d'énergie, de la protection de la santé de leur population, ont été livrés aux appétits des transnationales privées étrangères, dans quelques cas locales, mais dans le cas de l'Afrique, il y a très peu de grandes transnationales ayant un rayonnement très important. Donc maintenant, les transnationales qui dominent, on va dire, l'économie africaine sont des transnationales américaines, européennes, chinoises, et dans quelques cas, Petrobras du Brésil, certaines entreprises pétrolières de Malaisie ou d'Indonésie, mais il n'y a pas de transnationale africaine de grande importance. Donc, le bilan de la Banque mondiale et du FMI est un bilan très très clairement, sans discussion, négatif. Dire qu'on va encore avoir besoin d'elles, elles le disent elles-mêmes, pendant les 50 premières années, c'est dire que leur mission n'a pas abouti. Elles étaient censées permettre le développement des pays. Et la plupart des pays africains, des pays africains baignent toujours dans le sous-développement. Tout à fait. Le sous-développement a perduré et la dépendance par rapport à un endettement extérieur ou intérieur avec des effets dramatiques. Et là, il faut dire qu'il y a une complicité des élites locales, les élites intellectuelles et les médias dominants qui sont tout à fait positifs à l'égard du bilan de la Banque mondiale et du FMI, et donc mentent sur le bilan réel de ces institutions. Les élites locales aussi sont complices dans la logique de l'endettement permanent, tant interne qu'interne, donc les classes dominantes locales qui détiennent une partie des banques et des avoirs financiers, soit le placent à l'étranger et à partir de l'étranger achètent des titres souverains de leur pays, soit sont des banquiers locaux qui prêtent au gouvernement local dans ce qu'on appelle la dette interne, la dette domestique. Et dans les deux cas, c'est un comportement de rentier. L'argent n'est pas réinvesti dans l'appareil productif. L'argent est investi dans des titres de la dette qui fournissent aux détenteurs de la dette une rente permanente. Et donc, l'endettement ne sert pas à l'investissement productif, il sert, l'endettement actuellement, à rembourser d'anciennes dettes et à payer les intérêts de la dette. Que pensez-vous de certaines initiatives qui visent à alléger la dette africaine? C'est un pas dans la bonne direction ou non, juste les initiatives pansement... d'allègement de la dette africaine servent à rendre la dette, le paiement de la dette soutenable, tout en maintenant les pays dans la relation de dépendance par rapport aux créanciers. Les créanciers veulent garder un instrument de contrôle sur l'économie et les politiques économiques des pays africains. Et un bon moyen d'exercer une influence, c'est d'être créancier des pays en question. La Chine est devenue le nouvel acteur majeur sur le continent africain. Est-ce que c'est une bonne nouvelle finalement pour la dette africaine ou juste un changement de créancier? D'abord, la Chine n'est pas le principal créancier de l'Afrique. Ça, c'est une erreur d'affirmation commise par, de nouveau, les grands médias économiques.
Moi, j'ai dit nouvel acteur majeur. Oui, d'accord. Oui, oui, et je parle du discours général qui a une tendance à faire passer la Chine pour le premier créancier. Et faire passer la Chine comme le principal créancier. Les principaux créanciers des dettes africaines sont des créanciers privés. La Chine est un créancier bilatéral. Si on prend la Chine comme État, il représente peut-être quelque chose comme 12 à 15% de la dette externe africaine, à côté des États-Unis, de la France, d'autres anciennes puissances coloniales des pays d'Afrique. Donc vous avez pour les créanciers de la dette africaine, c'est en majorité des créanciers privés, des fonds d'investissement. Certains peuvent être, dans certains cas, des banques chinoises privées. À part ça, alors il y a les grandes institutions comme la Banque mondiale, le FMI, la Banque africaine de développement. Ce sont des créanciers multilatéraux. Et puis il y a les créanciers bilatéraux. Donc la Chine est un créancier bilatéral important, mais parmi un ensemble de créanciers qui est un ensemble diversifié. Et si on désigne principalement la Chine, c'est quelque part pour cacher l'importance des institutions privées qui sont les créancières principales ou d'anciennes puissances coloniales qui préfèrent, la France préfère qu'on parle de la Chine comme puissance créancière que de parler de la France. Et que pensez-vous de l'approche de la Chine en Afrique, justement? L'approche de la Chine en Afrique est comparable pour moi, et donc tout à fait critiquable, parce que comparable ou similaire à la politique bilatérale française ou nord-américaine. La Chine considère l'Afrique comme une source de matières premières à exploiter, de manière exploiter le sous-sol africain, de manière à en tirer au plus bas coût possible des minerais stratégiques et des combustibles pour les transformer en Chine et revendre à l'Afrique les produits manufacturés contenant ces matières premières transformées. Mais évidemment, si on achète des matières premières, qu'on les transforme en Chine et puis qu'on les revend à l'Afrique, il y a une plus-value énorme pour les entreprises chinoises. Ce qui est le modèle des entreprises françaises, des entreprises des États-Unis et d'autres puissances européennes comme l'Allemagne, etc., à l'égard de l'Afrique. Donc, la Chine ne se comporte pas différemment. Ce qui est différent, si on compare à la France a des troupes armées en Afrique subsaharienne, au Sahel. Et la jeunesse du Sahel veut se débarrasser de la présence militaire française. Les Chinois n'ont pas de base militaire en Afrique, sauf une à Djibouti. La seule base militaire étrangère actuelle de la Chine, hors de ses frontières, c'est Djibouti en Afrique. Mais les États-Unis ont quelque chose comme 200 bases militaires dans le monde. La France a quelque chose comme une quarantaine de bases militaires, dont une vingtaine en Afrique. Donc ça, c'est une différence entre la Chine, la France ou les États-Unis. Et de ce côté-là, certains gouvernements se disent on a intérêt à diversifier nos créanciers. La Chine n'est pas différente des autres, mais elle est un créancier potentiel, un prêteur potentiel nouveau, et on va lui emprunter de l'argent. Ce qui est logique du point de vue des gouvernements. De mon point de vue, il faudrait avoir une toute autre politique, à la fois ne plus dépendre de la Banque mondiale et du FMI, et dépendre le moins possible de crédits bilatéraux, sauf si ceux-ci sont octroyés à taux d'intérêt zéro pour de véritables besoins, en termes par exemple de transfert de technologies, de construction d'industries pharmaceutiques ou transformatrices sur le continent africain. Il faut sur le continent africain des raffineries de pétrole, de la pétrochimie,
de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie pour produire des ordinateurs, des téléphones portables et de l'équipement industriel. C'est ça qu'il faut à l'Afrique. Il faut une industrialisation diversifiée pour qu'elle puisse produire avec ses propres matières premières dont son sous-sol regorge, le transformer sur place et fournir aux 1,2 milliard d'habitants de l'Afrique toute une série d'équipements qui viennent jusque maintenant, qui sont importés depuis la Chine ou l'Europe ou l'Amérique du Nord ou d'autres pays. Donc il faut un développement dans le cadre d'un panafricanisme avec des régions. Ça peut être le Maghreb, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe, des accords entre les pays, des synergies entre les pays. Le Nigeria est un grand producteur du pétrole, pas le Mali ou le Niger ou le Burkina, des accords entre eux. Il pourrait y avoir des échanges coton produit par Mali, Niger, Burkina et le Nigeria fournissant du pétrole. Mais transformation locale, transformation du coton en textile et en vêtements. Et tout ça, c'était par exemple où nous sommes le 15 octobre, nous célébrons la mémoire du jeune président Thomas Sankara du Burkina Faso, assassiné le 15 octobre. Sankara célèbre d'ailleurs pour son discours de la dette. Voilà, pour son discours sur la nécessité d'annuler la dette et expliquant aux autres présidents africains qu'il fallait un développement endogène, et expliquant et montrant qu'il était habillé avec du textile produit dans son pays et transformé dans son pays. Donc ça, il faut faire revivre l'idée en termes d'alternative, de l'idée de développement endogène et donc de déconnexion partielle par rapport au marché mondial. Je rappelle que vous êtes présent ici en marge du contre-sommet à Marrakech qui se tient en parallèle des assemblées annuelles du FMI et de la Banque mondiale. Pourquoi est-ce si crucial de participer à un tel sommet? Est-ce que c'est en quelque sorte une sorte de Davos de la société civile? D'abord, il faut relever que c'est seulement la deuxième fois depuis leur création que la Banque mondiale et le FMI se réunissent en Afrique. 2 fois sur quasi 80 ans d'existence. Ils viennent au Maroc parce qu'ils considèrent que le Maroc est un modèle de néolibéralisme et d'ouverture économique, etc. Ils ne se préoccupent pas de la situation et des problèmes sociaux et des inégalités au Maroc, c'est pas leur thème. Et pour nous, il est extrêmement important que les mouvements sociaux, les organisations non gouvernementales expriment très clairement leur opposition à l'existence et à la perpétuation de l'existence de ces deux institutions. Nous ne croyons pas aux réformes. Cela fait 40 ans que la Banque mondiale et le FMI annoncent qu'elles sont en train de se réformer. Elles ne se réforment pas. La crise actuelle qui frappe très durement les économies africaines et d'autres continents est utilisée par le Fonds monétaire international pour imposer encore plus de conditionnalités en termes d'austérité et plus de dettes. Donc nous considérons que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ne font pas partie des solutions, mais font partie du problème. Et que pour surmonter ce problème, il faudrait construire d'autres institutions. Et donc nous ne sommes pas partisans de perdre notre temps à rentrer dans la logique d'un dialogue permanent avec des institutions qui refusent de changer, qui utilisent le dialogue pour essayer de reconquérir une part de légitimité. C'est fondamental pour des institutions qui ont perdu de la crédibilité
de donner l'impression qu'elles sont toujours ouvertes à la société civile, etc. Et il faut être capable, du côté de la société civile, de ne pas se prêter à une mascarade de dialogue. Je le dis en exprimant que nous ne sommes pas contre des dialogues publics contradictoires avec ces institutions. Mais nous ne sommes pas d'accord de jouer comme si elles vivaient d'un dialogue permanent avec les organisations de la société civile. Ce n'est pas le cas. Elles ne prennent pas en compte véritablement les avis de la société civile. Donc, si je comprends bien, vous refusez d'entrer de fait en négociation avec ces institutions. Non, nous refusons de participer à un soi-disant dialogue qui n'en est pas. Nous sommes c'est la même chose, tout à fait... Non, ce n'est pas la même chose. Une négociation, un dialogue pour aboutir à de véritables solutions, ça c'est une négociation. Mais un dialogue qui sert simplement à donner l'impression qu'on est face à deux institutions qui veulent ce dialogue, mais qui après ne tiennent absolument pas compte des recommandations qu'on leur fait, non, c'est pour nous la mauvaise voie. Mais nous sommes prêts à des débats publics contradictoires avec ces institutions, bien sûr. Et personnellement, j'ai écrit de nombreux textes et un livre qui est une histoire critique de la Banque mondiale. Et j'ai eu des dizaines de débats avec des dirigeants de la Banque mondiale à des dizaines d'endroits de la planète, à partir du moment où ces débats sont clairement contradictoires. Pas dans l'enceinte de la réunion de la Banque mondiale et du FMI, mais ailleurs, devant un public large qui écoute, dans ce cas-là, deux types d'arguments contradictoires. Oui. Petite incise, d'où vient la puissance ou plutôt le pouvoir de ces deux institutions? Le pouvoir de ces deux institutions, il est lié à leur capacité d'attribuer des crédits. Quand vous êtes créancier de quelqu'un, vous êtes en mesure, même pour un créancier privé sur une personne privée, d'influencer ses choix en lui disant tu dois absolument me rembourser, tu dois tenir compte, tu gères mal ton budget, toi comme État, et tu dois suivre mes recommandations. Et comme tu as besoin de mon argent, je suis prêt à faire des déboursements à condition que tu suives les conditionnalités que je te fixe. La Banque mondiale cherche, et le FMI, à maintenir, comme des vendeurs de drogue le font à l'égard de personnes dépendantes de drogue, la Banque mondiale et le FMI cherchent à maintenir la dépendance financière des pays qui acceptent de s'endetter auprès de ces deux institutions. Et mis à part ces banques supranationales, si aujourd'hui, Eric, on vous donnait une baguette magique pour résoudre le problème de la dette africaine, que feriez-vous? Bon, je ne crois pas aux baguettes magiques, évidemment. Donc, je crois seulement à la possibilité pour les peuples, pour les citoyens et les citoyennes, après mûre réflexion, de se doter de gouvernements, d'un programme qui permette réellement de mettre en place un modèle de développement alternatif, satisfaisant les droits humains, à savoir économiques, sociaux, culturels, politiques et citoyens des populations. Et quel est votre pronostic pour ce continent fascinant qu'est l'Afrique? La perspective est inquiétante, c'est très clair. Comme les grandes puissances, qu'elles soient privées ou des États ou des institutions internationales, considèrent que l'Afrique est un lieu dont on retire des matières premières et
un lieu où les populations sont soumises à un sous-emploi radical. Il faut bien avoir en tête que malgré les grands discours de certains chefs d'État, la région arabe est la région où le taux de chômage de la jeunesse est le plus élevé de toutes les régions de la planète. On vous présente des bilans économiques satisfaisants. Comment peut-on dire qu'un bilan économique est satisfaisant si un très grand pourcentage de la jeunesse est sans emploi? Et donc, à Gaza, par exemple, c'est donc, si constamment il va y avoir des jeunes diplômés qui vont se dire mon unique avenir est de franchir la Méditerranée ou l'Atlantique pour essayer de rejoindre l'Union européenne ou aller plus loin, même vers les États-Unis ou ailleurs. Donc, étant donné, je veux dire, que les grandes institutions internationales et les puissances économiques et financières considèrent l'Afrique comme un lieu à exploiter du point de vue des matières premières, à exploiter du point de vue de sa main-d'œuvre, en la maintenant à un niveau sous-payé, y compris lorsqu'elle est qualifiée, en l'attirant alors vers les pays du Nord, ce qu'on appelle la fuite des cerveaux. Étant donné que c'est ça la politique des grandes entreprises et des institutions internationales, il est clair que l'avenir de l'ensemble du continent africain est tout à fait préoccupant. Dans un contexte en plus où il y a un changement climatique et une crise écologique extrêmement forte, dans une situation où l'Afrique ne contrôle ni le prix des céréales, ni le prix des combustibles, dans une situation où une partie de la jeunesse livrée à elle-même devient convaincue à certains endroits du continent africain par le discours djihadiste, islamiste, fondamentaliste, qui pousse à la guerre, tout cela est carrément inquiétant. Et donc, s'il y a des éléments d'optimisme pour moi, c'est que une partie croissante de la jeunesse africaine, par rapport au type de discours que nous tenons et d'explications que nous donnons, ouvre leurs esprits et plutôt que de se dire le choix c'est le fondamentalisme djihadiste ou le fondamentalisme néolibéral du capitalisme, se disent il faut une alternative. Et ça, il y a des dizaines de milliers, des centaines de milliers de jeunes qui essayent de s'organiser pour aller dans ce sens-là. Et là, c'est ma conclusion sur ce contre-sommet. C'est en pensant à cette jeunesse africaine que nous nous réunissons, parce que c'est elle qui pourra changer la situation avec le reste de la population.